Bonjour, bonsoir, bonjour et bonsoir entre les deux. Bravo, bravo d'avoir réussi à vous rendre jusqu'ici. C'est toujours un exploit à l'UQAM de rejoindre une salle. On avait ajouté un petit coefficient de difficulté avec les travaux, donc bravo. On va rendre plus difficile l'accès à la sortie, on va rajouter d'autres épreuves entre-temps, mais d'ores et déjà, félicitations. On vous a réunis donc, pour cette épreuve, mais aussi pour une conférence causerie sur l'écosystème philanthropique qui va nous permettre d'entendre Benoît Lévesque et les questions de Jean-Marc Fontan. Benoît Lévesque est professeur émérite au département de sociologie de l'UQAM, professeur associé à l'École nationale d'administration publique. Il est membre régulier du Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRIS, mais il en est aussi le cofondateur. Il est membre du comité scientifique et aussi conseiller de l'Institut Malais. Et Benoît a obtenu en 2015 le prix du Québec pour la recherche, le prix Marie-André Bertrand. Qu'est-ce que le prix Marie-André Bertrand? Je cite, le prix Marie-André Bertrand est la plus haute distinction attribuée à une personne qui a mené une carrière remarquable en recherche et dont l'envergure et la qualité scientifique des travaux ont mené au développement et à la mise en œuvre d'innovations sociales d'importance, conduisant au mieux-être des individus et des collectivités. Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont reconnues pour l'attribution de ce prix. En effet, Benoît a travaillé tout au long de sa carrière, à la fois en recherche et aussi en lien avec les milieux, sur les innovations sociales dans le domaine des entreprises, dans les CLSC, dans l'économie sociale à partir des années 90, dans la finance sociale et aujourd'hui dans le domaine de la philanthropie. Un de ses derniers ouvrages est Fonds d'action, un fonds pleinement engagé dans la finance socialement responsable, qui est paru en 2017 aux presses de l'Université du Québec. Et nous sommes très heureux de recevoir Benoît pour cette conférence causerie, puisque c'est une des premières fois qu'il fait une conférence, une intervention sur la philanthropie. On vient de se souvenir qu'il avait fait déjà une intervention en petit comité dans une conférence universitaire, mais on est très heureux qu'il ait accepté de répondre à nos questions et de présenter ce soir. Et il va le faire donc en suivant les questions de Jean-Marc Fontan, qui est professeur au département de sociologie de l'UQAM, co-directeur avec Peter Elson du Philab, réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie, titulaire de la chaire de recherche sur la méthodologie et l'épistémologie de la recherche partenariale et membre régulier du CRIS. Et Jean-Marc est aussi co-directeur avec Isabelle Eck de Parole d'Exclus, de l'incubateur universitaire éponyme de cette organisation, donc l'incubateur universitaire Parole d'Exclus. Et Jean-Marc a publié plusieurs ouvrages, numéros de revues très récemment, et ça reflète bien ses intérêts de recherche. Posture de recherche en action, posture de recherche en action, ça va être manqué partenarial à mon avis, dans le titre de la revue Recherche sociographique, et puis l'ouvrage collectif à succès que l'on connaît de Jean-Marc Fontan, Peter Elson et Sylvain Lefebvre, les fondations philanthropiques de nouveaux acteurs politiques, qui s'est vendu dans des quantités colossales, mais nous avons réussi à sauver quelques exemplaires qui sont en vente ce soir. C'est parmi les derniers exemplaires mondiaux d'une, je ne sais plus, c'est la 15e ou 16e réédition, donc cet ouvrage paru en 2017 aux presses de l'Université du Québec. Il nous convie ce soir, ces deux impétrants, à un moment particulier qui nous donne la chance d'écouter une partie de leur conversation, une conversation qui dure depuis quelques années, puisque Benoît était le directeur de post-doctorat de Jean-Marc Fontan. Ils ont travaillé dans les années 90 aussi sur les questions de reconversion industrielle d'enjeux sociaux, par exemple autour de la Société de développement Angus, des travaux collectifs aussi autour de l'Alliance de recherche Université-Communauté, la RUC. Je pense que Benoît a dû être le premier directeur, puis ça a été Jean-Marc. Ils ont travaillé ensemble sur les questions, évidemment, autour du monde communautaire à Montréal. Et sur la philanthropie, ça fait maintenant presque une petite dizaine d'années, déjà, avec un premier article qui est paru en 2011, Les fondations privées québécoises, un champ de recherche émergent, qui mettait un petit peu la table. Donc c'est une conversation qui dure depuis longtemps, mais on voit que les sujets ont évolué au fur et à mesure des décennies, et donc on est très heureux de pouvoir entendre aujourd'hui un petit fragment de cette conversation mettant au cœur les travaux de Benoît sur l'écosystème philanthropique. Alors merci beaucoup pour votre attention et merci à vous de vous être prêtés à l'exercice.
Merci beaucoup Sylvain pour cette introduction assez cossue et intéressante. Donc, je suis avec Benoît, ça fait quand même un nombre d'années important qu'on se connaît, ça remonte au milieu des années 80. Et tu n'étais pas nécessairement en train de travailler sur la question philanthropique à cette époque. On était vraiment dans des ruptures, des transformations importantes au niveau de la société québécoise, mais aussi au niveau de la recherche, ce qui d'ailleurs t'a amené avec d'autres à créer le Centre de recherche sur les innovations sociales. C'est tout un parcours, c'est tout un cheminement. Qu'est-ce qui t'a amené, c'était pas nécessairement évident de travailler sur la question philanthropique? Oui, c'est une question que je me suis posée à moi-même, mais disons que c'était le fait que j'ai fait des recherches sur l'économie sociale, ça m'invitait à me questionner sur la philanthropie. Parce que l'économie sociale, ça regroupe, comme vous le savez, des coopératives, des mutuelles, des associations sans but lucratif, dont certaines reçoivent du financement philanthropique. Et donc, mais en même temps, je dois avouer que moi-même, puis même des collègues avec lesquels je travaillais, on avait très peu d'intérêt pour la philanthropie. Pour une raison bien assez claire pour nous à l'époque, c'est le fait que ce qui fait l'originalité de l'économie sociale, c'est en gros le fait de sa gouvernance. Ce sont soit on est dans le self-help, dans le mutualisme, ou encore ce sont les membres qui s'organisent eux-mêmes qui décident. Et de ce point de vue-là, la philanthropie nous apparaissait ne pas correspondre à ce modèle, bien que, justement, en Europe en particulier, puis aussi, je pense à quelqu'un comme Henri Desroches, qui avait été un des premiers à reconnaître ou à faire la promotion de l'économie sociale, identifiait des composantes qu'il appelait incertaines, qui étaient à la frontière. Et les fondations pouvaient être pensées, d'une part, par rapport à l'économie sociale, comme à la frontière, comme une composante qui partage beaucoup de traits avec l'économie sociale, mais qui s'en distingue. Alors, c'est un peu ce qui m'a invité, et aussi, c'est comment j'en suis arrivé, mais entre les deux, il y a eu des liens quand même qui se sont établis avec des personnes qui, je pense particulièrement à Lise Brunet, qui était du Centre-Aide de Grand Montréal, qui était venue à un colloque justement sur la revitalisation de la friche industrielle qui est de Société Auguste. Et elle m'avait dit, et là ça m'avait surpris quand même, elle m'avait dit ce que tu as dit aujourd'hui dans ce colloque, je pense que ça serait intéressant pour nous, pour Centraide. Et donc, c'est un premier lien qui s'est fait. C'est intéressant parce que la recherche qu'on avait faite avec Angus était dans un cadre de recherche-action, donc de proximité avec les acteurs. Et là, une personne qui se retrouvait au sein d'une organisation qui voyait l'intérêt d'établir ce dialogue ou ce rapprochement avec le milieu de la recherche. Donc, elle t'a sollicité pour une intervention auprès de Centraide. Oui, mais il faut dire que je pense que Centraide avait déjà des liens avec les chercheurs depuis de longtemps, mais disons que c'était faire le lien avec des gens qui travaillaient sur les innovations sociales, sur l'économie sociale, et donc elle m'a dit à ce moment-là, il faudrait que tu rencontres je ne sais pas si c'était ici, il y a quelqu'un de Centraide qui pourrait dire si Mario qui pourrait dire si c'était correct, mais il rencontrait, elle dit viens rencontrer le bureau de direction, c'était Mme Thibodeau de Guire avec ses conseillers. Alors on a eu 2-3 rencontres et par la suite, il y a eu comme un groupe de réflexion pendant une année. Qui pour moi m'apparaissait exigeant, mais je suppose que ça l'était pour les personnes aussi. C'était un groupe qui avait Lise Brunet, la directrice de Centraide et le président du bureau, le bureau des gouverneurs, je pense, qui était là, qui était en l'occurrence Paul Desmarais Junior. Une rencontre une fois par semaine de 2 heures pour réfléchir sur la société civile. Et donc, c'était une façon aussi de faire le lien avec la philanthropie. Voilà, donc le lien, c'était toi d'apporter un peu ces connaissances que tu avais
de travail avec la société civile et de faire l'arrimage avec Centraide, qui était au cœur du financement d'organisation de la société civile. Donc, première étape avec Centraide. Qu'est-ce qui a suivi après dans le cheminement réflexif? Oui, la première étape avec Centraide, effectivement, moi j'étais dans ça parce que je trouvais intéressant la fondation Centraide. Et donc, après, qu'est-ce qui est arrivé? Mais disons que il y a eu toutes sortes de choses. C'est l'époque aussi où Centraide passe d'un modèle plus sectoriel d'intervention à un modèle territorial. Et moi, autrefois, je m'étais intéressé beaucoup au développement régional et tout ça. Je ne suis pas intervenu tellement sur ce dossier-là, mais j'étais intéressé de voir comment on ferait le passage d'une approche où les comités sont sectoriels, réunissent des gens d'un même secteur, à des instances locales où on va réunir des gens de divers secteurs, mais avec une préoccupation plutôt territoriale. Et donc, j'étais intéressé. Mais l'autre élément, c'est beaucoup plus, c'est 10 d'années plus tard, c'est avec Yvan Comeau, qui était directeur de la chaire en philanthropie à l'Université Laval et qui avait travaillé aux crises et il me connaissait bien. Il m'a suggéré à l'Institut Malais comme personne pouvant faire la synthèse d'un sommet qu'ils organisaient. Donc, une nouvelle organisation qui venait de se créer dans le milieu philanthropique et qui était liée à des communautés religieuses, un lien fort avec l'Université Laval, et Yvan, donc, qui a été membre du CRIS, etc., voit la possibilité d'intégrer à l'intérieur de ce groupe de réflexion. Oui, ben au début, c'était de faire la synthèse du sommet, puis par la suite, je suis devenu membre du comité, et ainsi de suite. Mais oui, disons que c'est des étapes qui... oui, c'est que parce que j'avais quand même une préoccupation depuis une dizaine d'années. Ma préoccupation, c'était, surtout en liaison avec l'innovation de transformation, c'est de voir qu'il y avait quand même un acteur de plus en plus présent et visible dans l'innovation et transformation. Si on allait sur les sites des fondations, ce que je faisais, je voyais souvent on disait, notre thématique, c'est innovation, transformation. Et ce qui me troublait, c'est qu'il n'y avait personne qui travaillait là-dessus. Donc, une crise, par exemple, qui avait quand même un créneau assez large de travail, d'interrogation. On était sur l'économie sociale, on était sur les entreprises collectives, on était sur les services publics, mais la zone couverte par la philanthropie des fondations subventionnaires, c'était pas tout à fait sur le radar. Ah non, mais il y avait pratiquement personne qui travaillait là-dessus. J'entends comme, non pas faire un contrat ou quelque chose, mais avec un objet comme objet de réflexion et avec des préoccupations non seulement empiriques, mais aussi théoriques, comprendre. Et donc, je me dis, on ne peut pas être pour quelque chose ni être contre si on ne comprend rien. Voilà. Alors donc, je me disais, autour de moi, il y a des gens qui étaient contre, des gens qui étaient un peu engagés. Et la première chose à faire, c'est de faire la lumière, de faire des recherches, de comprendre. Et donc, et là, j'étais en position pour pouvoir le faire. J'invitais beaucoup des collègues, dont toi, puis je n'ai parlé à d'autres, de se préoccuper de cet objet de recherche. C'est un peu cette intervention-là, cette interpellation qui nous a amené, entre autres, à travailler sur l'historique de la Fondation Chagnon. Parce que là, on a eu une proposition et a regroupé un groupe de chercheurs, Tayeb, Denis Harrison, moi, Louis, Klein, pour pouvoir travailler sur cette historique. Et là, ça nous permettait effectivement d'entrer dans une zone qu'on ne connaissait pas, qu'on ne comprenait pas. Jusqu'à un certain point, on était un peu analphabète sur la question. Oui, tout à fait. Mais c'était ce qui était grave, c'est c'était inconsciemment qu'on était. C'est bien de savoir que c'était un peu inconscient. On l'a assumé, on a plongé, on a réussi à mieux comprendre et aussi à cerner l'importance de développer des structures de recherche, de l'investissement, de s'investir. Donc, c'est ce que tu as fait avec l'Institut Malais. Oui, mais c'est le fait que on a une très grande liberté dans la recherche à l'université. Comme professeur enseignant, on est pris des syllabus, des programmes, donc en gros, on est très encadré. Pour la recherche,
faut en faire, mais quoi, il n'y a personne qui ose. Alors là, on a une très grande liberté. Mais donc, comme on a une très grande liberté, on va étudier ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est des préoccupations qui reposent souvent sur des valeurs. On valorise, par exemple, l'innovation, transformation, c'est-à-dire qu'on fait des choses nouvelles pour améliorer, pour telle chose, puis on veut transformer. Et là, on veut transformer parce qu'on a quand même un projet. Ben, ça veut dire qu'on trouve qu'il y a des choses qui ont besoin d'être transformées. Ouais. Et donc, sauf que donc, nos valeurs nous orientent vers des choix. Mais un coup qu'on est orienté sur un objet, mais là, il ne faut pas s'en mettre juste au cœur. Il faut se servir de notre tête, une méthode, une méthodologie, une rigueur. Et là, des fois, on va découvrir des choses qui sont pas dans le sens de nos croyances ou des choses semblables. Il faut être capable ensuite d'être rigoureux quand même. Voilà, donc ça nous amène à travailler d'une certaine façon dans la critique, mais aussi de mobiliser la science pour pouvoir développer une nouvelle connaissance. Et lorsqu'on est sur un objet nouveau comme celui de la philanthropie, bien là, on est obligé jusqu'à un certain point d'innover aussi conceptuellement. Et c'est un peu ce que tu as été amené à faire avec l'Institut quand tu as réfléchi sur la philanthropie, sur le système philanthropique. Alors, comment tu le définirais, comment tu le situerais, ce secteur? Ouais, disons qu'il y a deux portes d'entrée, là, mais disons que, en gros, c'est quand on parle de la philanthropie, je pense qu'il y a un mot qui est incontournable. On est obligé de parler du don. Oui. Et donner du temps, donner de l'argent, donner des biens, donner des choses. Mais, puis, et le don philanthropique, c'est pas tous les dons qui sont philanthropiques. Le don philanthropique, c'est le don qui est fait à quelqu'un d'autre. Donc, ça exclut, dans un certain sens, la famille. Les dons qui sont faits à la famille ne sont pas de la philanthropie. Un peu, on donne, c'est succession, et ainsi de suite. Puis, il y a d'autres formes de dons qui vont être exclues également. Mais c'est le don fait à autrui sans contrepartie, qui n'est pas contractuel, qui ne demande pas de contrepartie. Il n'y a pas d'attente. Il peut y avoir des attentes. Okay. D'ailleurs, il y a toujours des retours. Quand on donne, il y a toujours. C'est moi, le mot que j'entends toujours des gens qui sont en philanthropie, j'ai presque reçu plus que ce que j'ai donné. Voilà. Il faut voir qu'est-ce qu'on a donné. Mais il reste que. Donc, il y a toujours le contre-don, mais c'est quelque chose, c'est un mode particulier. Quand on est sur le marché, c'est des échanges entre des équivalents instantané. Quand on est dans le don qui est donné, le contre-don, on ne sait pas quand il va venir. Il y a décalage dans le temps. Puis aussi, c'est que le don, ceux qui l'ont étudié, c'est le don a la capacité de créer du lien. Ça peut être positif, attacher quelqu'un, mais ça peut être aussi vouloir approfondir une relation, maintenir. Donc, le lien est parfois plus important que le bien ou que la chose. Donc, le don, c'est une complexité, et donc ça a été étudié. Mais le don philanthropique, il va être aussi, un coup qu'on a dit ça, c'est qu'il faut ajouter que, en dehors justement du domestique, puis en dehors de l'impôt qui n'est pas un don, mais qui est contraint, c'est que c'est très difficile de donner. Si vous voulez donner, c'est très difficile si vous voulez donner de façon utile, pertinente, changer les choses. Puis c'est pour deux raisons pourquoi c'est très utile. D'abord, on ne sait pas à qui donner, puis pourquoi on va donner. Donc il y a un sens derrière, il faut avoir comme une prénotion du sens, une orientation, une finalité particulière. Bien, c'est-à-dire que je dis que pour donner de façon, je vais dire intelligente, mais en tout cas, de façon qui est pertinente, qui veut quelque chose, bien, il faut de l'information, il faut du support. Et c'est pour ça que dans les sociétés, le don, il tend non seulement à être encadré, mais il donne naissance à beaucoup d'intermédiaires, il donne à une infrastructure pour donner. Alors, c'est quelque chose qui... mais on a ce sentiment quand on est sur la rue, puis quelqu'un nous demande de donner quelque chose. Tu sais, est-ce que c'est pas, il va te dire c'est pour manger, mais tu dis ça. Il y a un doute, il y a toujours un doute. Mais c'est plus que ça aussi pour le don. Et dans ce sens-là,
les fondations publiques en particulier, j'ai vu des études qui ont été faites dans ce sens-là, et révèlent que les fondations, dans une certaine mesure, peuvent être considérées comme une association de donateurs. Seul, je ne saurais pas, mais si on s'associe, on peut se donner les moyens pour savoir où est-ce qu'il faut donner, comment il faut donner avec le soutien et l'appui. Donc, il y a une conception de la philanthropie, ben, on peut l'étudier au plan philosophique, au plan des valeurs, au plan du don, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est toute l'infrastructure qui a été construite autour de la philanthropie et qui a des frontières avec l'économie sociale, mais qui a aussi des frontières avec tous les autres secteurs de la société. Et donc, c'est de voir comment cette infrastructure s'est développée, pourrait s'améliorer, pourrait être bonifiée, de façon à mieux comprendre les interactions, les relations qui se font entre les acteurs qui aident, si on veut, à réaliser ce projet ou cette réalité qui est le don. Bien, on ne prend pas tout ça en même temps, mais disons, pour moi, le premier élément, c'était de pouvoir cartographier, décrire. Et je pense qu'on a commencé là-dessus, puis il y aurait beaucoup d'ouvrages à faire, mais évidemment, il y a plusieurs niveaux qu'il faut travailler, parce qu'en même temps, si on travaille avec les acteurs, il faut répondre à certaines demandes et à certaines questions qu'on ne peut pas laisser en suspens. Et donc, c'est tout. Donc, c'est une production de connaissances qui ne répond pas seulement à nos propres intérêts en tant que chercheurs, mais qui doit aussi permettre de répondre à des interrogations qui sont portées par des acteurs afin de mieux comprendre l'environnement dans lequel ils se situent. Comment se fait le don? Pourquoi? Avec qui? À partir de quels moyens? Selon quelle finalité? Et cette cartographie, tu as pu réussir à y travailler lorsque tu as commencé à travailler avec l'Institut Mallet. Ben, disons il y avait Sylvain, il a été impliqué et bien d'autres chercheurs, mais ça a été de faire une recherche exploratoire. On a fait c'était à l'occasion d'un sommet sur les villes, donc on a fait une cartographie Montréal, c'est Sylvain qui l'a réalisé avec une équipe à l'initiative de l'Institut Mallet, la même chose pour la ville de Québec, puis une autre pour la ville de Gaspé. Et je dois avouer pour ma part, pour avoir travaillé à la synthèse plus récemment, que la ville qui m'a appris le plus de choses, c'est la ville de Gaspé. C'est la Gaspésie. Et pourquoi? Eh bien, je pensais que je ne trouverais rien d'une part. Et donc, j'ai découvert que cette ville-là avait des problèmes de grande ville. Ouais. Il y a de l'itinérance, Ouais. il y a des problèmes de drogue. Il y a aussi 3 ou 4 communautés culturelles, irlandaises, écossaises, 3 réserves amérindiennes. Il y a eu des vagues migratoires qui étaient loyalistes. Il y a toute une histoire. Puis ensuite, c'est que c'est une philanthropie dans cette région qui est polycentrique. Donc, par exemple, Centraide n'est pas à Gaspé, c'est à Saint-Jean-des-Monts. La Fondation communautaire n'est pas à Gaspé, c'est à Maria. C'est distribué sur le territoire. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait une diaspora, que les Gaspésiens qui travaillent dans la fonction publique envoient chaque année en Gaspésie 160 000 $ qui est recueilli sur les salaires. Qu'il y a aussi des gens d'affaires qui viennent de la région, qui ont créé une fondation et une autre aussi, 2 fondations, une autre pour les États-Madeleine. Donc, puis aussi toute la gouvernance, puis aussi le rôle très visible de la Fondation Chaillon, qui n'a pas été structurant, et je ne pourrais pas l'expliquer ici, là, mais c'était un élément qui est ressorti clairement. De même que le plan d'action du plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, et que ça a amené toute une approche d'intervention, l'approche territoriale intégrée qui s'est mise en place à l'échelle pratiquement du territoire dans chacune des MRC. Et si on compare ce type d'action par rapport ou du moins cet environnement par rapport à un milieu comme Montréal, c'est très différent. Ben, c'est-à-dire que je ne dirais pas que oui, les ensembles, on ne se compare pas. Là, je veux dire, c'est une ville de 14 000, puis c'est une région de 90 000 qui fait une ville petite et moyenne. Mais il y a des choses qui sont plus visibles. Et par exemple, quand il y a une coupure dans les instances de développement régional, mais c'est presque dramatique parce qu'il n'y a pas tellement, il y a pas beaucoup d'autres choses alors que ça va passer un peu inaperçu à Montréal. Donc, mais ceci étant dit, moi ce qui m'intéressait, je prends ça comme exemple, c'est-à-dire que
pour moi, il y a tellement de recherches à faire pour voir comment se met en place. On parlait que le don, il faut une infrastructure. Quand tu as des régions défavorisées, puis aussi, c'est que le don, il est au niveau de l'infrastructure, elle n'est pas distribuée également à l'échelle du Québec. Elle est beaucoup plus concentrée dans les grandes villes. Et ça pose tout le... Alors, qu'est-ce que tu entends exactement par système philanthropique? Tu l'as mentionné à plusieurs reprises, c'est présent. On va essayer de synthétiser un petit peu ce que tu entends par système philanthropique et ça nous donne cet agencement dans lequel on retrouve différentes composantes. Je peux juste nommer les choses parce que Benoît est un peu tourné par rapport à l'écran. On retrouve l'État, on retrouve évidemment l'économie de marché, les fondations subventionnaires, les organismes avec lesquels elles travaillent et évidemment les donateurs, donc les sources à partir desquelles on peut recruter des fonds qui sont gérés jusqu'à un certain point par des fondations, mais tout ça au nom de bénéficiaires. Donc on a comme un système qui est en place et qui nous permet de bien comprendre les flux de relations, d'argent, de ressources, de compétences et aussi de pouvoir regarder l'impact qui se réalise à travers toute cette organisation. Oui, ben c'est parce qu'on va parler d'infrastructure. Ben, l'infrastructure, à première vue, c'est des éléments qui apparaissent juxtaposés un peu les uns à côté des autres. Et là, ici, c'est que de parler de système, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, je pourrais ajouter après. Mais les avantages, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'interactions entre des composantes de cette infrastructure. Puis avant même d'aller plus loin, je peux dire comment l'idée m'est venue, c'est que c'était justement la réflexion qui précédait le premier sommet de l'Institut Mallet en 2013, me demandait de faire la synthèse. Mais quand on fait une synthèse, on commence avant pour essayer de comprendre tous les éléments dont on dispose pour faire la synthèse. On ne peut pas faire ça à chaud ou à froid pendant le moment. Donc, il y a un travail préalable. Et là, la première chose que j'ai demandé, j'ai dit, donnez-moi la liste des gens qui sont inscrits. Et là, en regardant les gens qui sont inscrits, j'ai vu qu'il y avait des gens qui provenaient de diverses catégories. Il y avait des donateurs, il y avait des gens des fondations, des organismes. On voulait avoir des bénéficiaires, mais même s'ils étaient peu représentés, ils étaient là par les porte-paroles et d'autres. Et donc, puis en essayant de voir comment, là, c'était les flux. Mais disons, juste le fait de présenter un schéma, de dire qu'il y a un système de philanthropie, même pour le comité organisateur, il y avait Yvan Comeau, mais il y avait Maître Gagné, il y avait beaucoup de personnes. La première fois que je l'ai présenté, ça ne passait pas. Pourquoi? Ben, ça ne passait pas dans le sens que c'est pas nécessairement ça qui nous intéresse, là, que ça va être un système. Le système, bon, il y a le système des transports, il y a le système d'éducation, le système de santé, puis des systèmes qui sont un peu très légers, tout ça, puis c'est pas nous autres, tout ça. Mais, puis là, disons que je n'étais pas surpris, c'était pas... Et donc, à une deuxième réunion, je suis revenu. Puis là, à un moment donné, c'est devenu plus clair. et quand les gens étaient dans la salle, mais justement, il y a tout ce monde-là, ils disaient, les premiers, certains disaient, comment ça se fait qu'on est ici? On n'est pas, nous autres, on est l'association des professionnels de la philanthropie. On est là, mais pourquoi? Puis on n'est jamais avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble, tout ça? Ben, c'est dans ce sens-là, et dans la synthèse, c'est un peu ça que ça me permettait de faire la synthèse, c'est-à-dire que on voyait qu'il y avait une diversité de catégories d'acteurs, puis au sein, ces acteurs-là sont très différents, mais en même temps, ils ont des liens, entre autres, il y a des échanges, des contacts, et là, il y a les flux monétaires, mais il peut y avoir des flux de dons, mais il peut y avoir d'autres choses aussi. Et donc, puis de voir aussi qu'à l'intérieur d'une catégorie, les catégories sont différentes, puis à l'intérieur des catégories, il y a aussi beaucoup de différences. Mais tout ça est ensemble quand même. Alors, ce qui fait que, bon, ceci étant dit, donc moi, je trouvais quand même éclairant de dire que, comme on est ensemble dans des interactions, ça veut dire qu'au moins pour des grappes d'acteurs, si un change, ça peut avoir des effets sur les autres. Puis en même temps, dans mesure
l'État n'est pas dans le système, puis c'est plus l'écosystème, on verra après, mais disons qu'ils peuvent agir. Il y a une force quand même très importante. Je ne donne pas de chiffres ici, mais quand même, c'est quand même très, très important, non seulement dans le nombre, mais au niveau, juste les associations, là, ils ont des revenus de 40 milliards, les actifs des fondations, c'est 15 milliards quand même, mais tout passe pas, les dons ne passent pas tous exclusivement par les fondations, ils vont aller parfois à l'autre. Mais ce schéma-là, en même temps, c'est que c'est un schéma, c'est un système, j'allais dire, qui est virtuel. Parce que si personne n'a conscience d'être un système, ben, tu sais, je veux dire, le système, il existe, mais il est virtuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de gouvernance dans la mesure où on prend conscience qu'on forme un ensemble avec des différences, des tensions et des conflits, ça change les choses. Donc ça, c'est un premier élément. Il est virtuel, il n'y a pas de gouvernance. D'une certaine façon, c'est important de pouvoir sortir de la perception qu'on est un tout seul, on ne fait pas partie d'un ensemble. Et ce qu'on fait, ben, ça n'a pas tellement de conséquences sur les autres. À partir du moment où on parle en termes de système, là, on amène une certaine forme de représentation collective de l'action, même si on ne travaille pas directement les uns avec les autres. On forme le système et on va dans des directions qui sont communes. Au minimum, on est dans un ensemble où on peut avoir des conflits. Oui. Parce qu'on a des choses sur lesquelles on peut différer, mais sinon, on n'aurait même pas de conflit, on serait ailleurs. Tout à fait. Alors, c'est un espace de ça, mais ça peut être aussi un espace de collaboration, dans la mesure où on veut changer des éléments à l'extérieur. Mais il y a des choses qui manquent dans le sens que le système est plus complexe que ça. Donc, parce qu'il y a des absents dans ça. Il y a aussi, par exemple, tous les fournisseurs privés sont dans ça. Au niveau du conseil, au niveau de la comptabilité, au niveau juridique, les successions, tout ça. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas là. Le monde de la recherche, par exemple. Le monde de la recherche, il n'est pas là. C'est un exemple. Il y a beaucoup de choses, mais il existait très peu. Là, oui, c'est vrai. Mais disons que c'est pour ça que ça. Sauf que d'avoir le schéma, après, on peut le complexifier parce que si on part trop complexe, personne ne se retrouve. Mais disons que c'était un outil qui permet de décrire, d'avoir un premier aperçu. Quand on parle de système, des fois, on a l'impression que c'est cohérent, que ça va dans la même direction. Est-ce que... Ben, quand on regarde l'éducation, la santé ou tout ça, ça va toujours dans la même direction. Ça va pas toujours dans la même direction. Donc, il y a de la méfiance, il y a du conflit, il y a des tensions qui existent entre ces éléments-là, entre ces acteurs. Oui. Et ce qui, moi, m'apparaît important, c'est de savoir au moins sur quoi portent ces tensions, ces conflits. De façon à pouvoir agir de façon concertée. Dans un premier temps, pour comprendre. Oui. Puis après, il faut voir c'est quoi les rapports de ça. Par exemple, dans ce système, il y a le poids des acteurs à varier. Oui. Moi, quand j'ai commencé à faire les recherches, là, les organismes communautaires avaient une voix, il y avait une vision du changement, il y avait une réflexivité et il y avait... Quelle période à peu près? Ben, je dirais que c'est des années fin 70-80. C'est parce que le communautaire avait un peu plus de liberté peut-être dans son financement, un peu plus de ressources. Alors qu'aujourd'hui, l'acteur qui a le plus de moyens non attachés, ou en tout cas pas attachés autant que les autres, et qui a le plus de flexibilité dans son financement, puis qui peut mobiliser les choses, c'est les fondations. C'est les fondations. Est-ce qu'ils ont conscience de cette capacité, de ce rôle, de ce privilège, entre guillemets, qui est d'avoir cette liberté d'action, cette marge de manœuvre, et de pouvoir la mettre au service de la société? Ben, je pense que oui, parce que de plus en plus, mais ça ne veut pas dire que Hilary Pearson, quand elle a dit, j'ai la citation, mais je n'ai pas la référence de mémoire, mais elle dit les fondations ont une influence disproportionnée par rapport à leurs moyens. C'est pas nécessairement négatif en soi, mais disons qu'il y a une conscience que, par exemple, les fondations par rapport à la ligne directe, ils fournissent à peu près 3% du revenu des organismes qui sont là.
Alors, c'est minime au fond. Le gros financement vient de l'État, puis il vient de l'auto-généré. Alors, ce qui fait que, mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est, si on comprend, c'est parce que, là, ça m'amène à comprendre la fondation, si tu veux. C'est qu'une fondation, surtout si elle a une taille importante, elle a non seulement de l'argent, mais elle a aussi des connaissances. Parce qu'elle a des connaissances de tous ceux qui sont en contact avec elle pour demander. Elle l'a aussi avec les groupes qu'elle soutient, qu'elle subventionne. Donc, elle a beaucoup de connaissances. Et elle peut influer, au fond, et elle a aussi des liens avec, plus facilement avec le politique, plus facilement que les entreprises. Donc, elle a une capacité d'influence énorme. Mais cette capacité d'influence, elle est intéressante. Mais est-ce qu'elle n'est pas individualisée à une organisation? Est-ce qu'elle n'est pas déconnectée de la scène politique démocratique de représentation? Comment se fait ce jeu de l'influence au service de la société lorsqu'on est une toute petite organisation? Même, par exemple, les grandes fondations restent quand même des petites organisations face, par exemple, à l'État. Ben oui, parce que par rapport à l'État, c'est... les fondations, ils donnent au Québec à peu près 1 milliard par année, puis la santé, c'est 40 milliards, puis l'éducation, c'est 20, c'est 60. Donc, comme je disais toujours, si on veut compenser une coupure de 1%, il faut que les fondations multiplient, au lieu de donner 1 milliard, qu'ils en donnent 2 pour compenser 1%. Mais cette question de l'influence, sauf que sur les organismes, c'est 2-3%. Mais qu'est-ce qu'il faut voir? C'est que ce n'est pas correct pour évaluer leur influence sur les organismes. Parce que c'est 2%, parce qu'on prend le financement de la fondation sur l'ensemble des 14 000. Mais c'est qu'eux, ils vont choisir certaines centrales de Montréal, 350 organisations. Bon, mais ça veut dire que sur 350 organisations, ce n'est pas 2% qui fournissent. C'est 10, 15, 20, parfois 30. Donc, ça veut dire qu'ils ont une liberté et même si ça paraît modeste, c'est des financements qui peuvent avoir une influence importante parce qu'ils sont en mesure, comme on dit dans le capital de risque, de choisir au fond les leaders puis les gagnants ou ceux qui ont plus d'influence dans le milieu. Donc, dans toute ta réflexion, il y a un deuxième concept qui est amené, c'est celui d'écosystème. Là, on est passé d'un système philanthropique à l'écosystème, donc quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus, on pourrait dire, inclusif dans le type d'organisation. Et là, on a une représentation de cet univers que tu nous amènes à regarder, avec le monde civique, donc celui qui est lié à l'appareil d'État, donc toute la dimension publique, le domaine marchand avec l'économie de marché et les différents types d'organisations, et le monde de la société civile, avec évidemment des organisations, des secteurs hybrides, comme celui par exemple de l'économie sociale. Alors donc tu situes le système philanthropique à l'intérieur d'un écosystème beaucoup plus large. Ben, disons que là, c'est que, évidemment, c'est que quand on emploie des mots, ça renvoie comme on l'a dit tout à l'heure, c'est rigide le système, ça renvoie à des métaphores, puis généralement dans les sciences sociales, puis encore plus en économie, on a tendance à les notions d'équilibre, de levier, tout ça, c'est des exemples de physique. Avec l'écosystème ici, on a une métaphore qui vient du vivant dans son rapport au milieu, qui est plus de la biologie ou autre chose. Donc, c'est une métaphore plus évoluée que juste la mécanique. Sauf que cette métaphore-là, elle reste encore inadéquate pour la réalité. Parce que l'écosystème naturel, la métaphore qu'on fait, c'est que c'est certain que ça a une certaine ça a une durabilité, un écosystème, que ce soit un milieu humide, un bassin versant, que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique, ou je sais pas quoi, c'est un certain équilibre, ça change, mais c'est assez lentement. Mais ce que l'écosystème ne traduit pas, c'est que les écosystèmes naturels n'ont pas de réflexivité. Tandis que nous, quand on applique un écosystème autour, c'est vrai que ça fait comme un écosystème, mais c'est un écosystème qui a une certaine, d'abord qui est peut-être plus
instable que le système encore naturel, on regarde l'histoire même, mais aussi c'est que c'est ça, c'est-à-dire que ça a une certaine fragilité et alors qu'est-ce que ça nous montre? Le système ici philanthropique, une première conclusion, c'est que c'est un système ultra dépendant. Ça ne veut pas dire qu'il est dépendant. C'est-à-dire qu'il pour l'engagement citoyen, il est en relation avec la société civile. L'État lui donne un financement puis il donne un cadrage. Puis le marché crée de la richesse. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font en dehors du système philanthropique. Alors, ce qui échappe à l'acteur. Quand on a un écosystème d'affaires, un écosystème d'affaires, il va y avoir aussi, mais ça va être moins, ça va être un peu plus sectoriel, il va y avoir des financements, il va y avoir les lois et tout ça, mais c'est que dans un écosystème d'affaires, très souvent, il y a une grande entreprise qui influe sur l'écosystème d'affaires. Et là, il y a une multitude de petites entreprises ou des choses sur régler le truc. Tandis qu'ici, comme le système philanthropique, il n'y a pas une entreprise qui est comparable à une multinationale ou à tous les réseaux. Puis, ce qui fait qu'il dépend il y a beaucoup de décisions qui affectent le système qui sont prises en dehors. Et donc, à ce moment-là, généralement, une façon je n'allais pas dire de contrer, mais de s'accommoder une première façon de s'accommoder de cette dépendance, c'est d'amener des représentants de l'écosystème sur ton océan. Donc, c'est d'ouvrir, c'est-à-dire de devenir jusqu'à un certain point une représentation de la société à l'intérieur de ton organisation. D'un certain sens. Mais sauf que ce n'est pas nécessairement ce qui se passe dans la réalité. Là. Non. Mais ça dit que c'est une façon, sauf qu'on va, parfois, si on pense que le problème principal c'est d'avoir de l'argent, on va faire le lien plus avec le privé. Si on pense que le système c'est plus l'engagement, il y a des choses à faire. Mais c'est une façon qui a été mise en lumière, surtout par notre collègue Tahem Afzi. Il dit au fond, quand une entreprise ou un système est très dépendant de ressources externes, la façon pour lui de pouvoir minimiser cette dépendance, c'est d'avoir des acteurs de ces différents niveaux. Alors, ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est donc un système dépendant. Mais en même temps, le système philanthropique peut, parce que sur certaines questions, il y a des blocages au niveau de l'État, sur d'autres, il y a des blocages au niveau du privé, sur d'autres, il y a moins de ressources. Donc, le système philanthropique peut aussi essayer de modifier, d'améliorer, si tu veux, l'environnement. Et donc, à ce moment-là, ce que fait une grosse entreprise, c'est le système philanthropique pourrait faire des choses, du moins s'il y a un certain nombre d'alliances qui se fait à l'intérieur des acteurs, qui aident à transformer soit le cadre légal, soit telle chose, telle autre affaire. D'où l'importance de la réflexivité à l'intérieur de l'organisation. Elle est capable d'agir, elle a des ressources, elle est capable de mobiliser des organisations pour travailler avec elles, de travailler sur des causes, sur des enjeux. Mais là, il y a toutes sortes de connaissances et toutes sortes de choses qui remontent vers l'organisation. Et là, de profiter de ces connaissances-là pour réfléchir sur comment possiblement transformer, comment amener du changement pour modifier les mécanismes de dépendance. Oui, mais là, ça donne, j'y reviendrai en conclusion, mais ça donne deux pistes d'action de transformation. D'une part, le système lui-même doit se transformer, puis d'autre part, il y a des transformations de l'écosystème. Mais évidemment, les transformations sont différentes selon les époques. Et on ne pense pas aujourd'hui de la transformation comme on le pensait à l'après-guerre. Alors, ce qui fait que là, la réflexivité est une opération qui a plusieurs niveaux à prendre en considération. Donc, on a un champ d'action, on a un système, un écosystème, l'action comme telle des fondations, leur capacité d'action et leur capacité d'influence. Tu les vois comment? Tout à l'heure, tu as dit que ça dépasse le financement, c'est plus large que cela.
Il y a donc une dimension aussi symbolique, il y a une dimension d'expérimentation, de tester des pratiques, de pousser des idéations sur le terrain. Donc, comment tu l'as défini, cette capacité d'action des fondations subventionnaires? Ben, la capacité d'action, c'est que je pense que d'une part, c'est certain que les fondations, comme d'autres acteurs, mais peut-être plus encore, vont essayer de soutenir les innovations. Et donc, dans le lien avec des organisations plus petites. Et ça, c'est une première capacité qu'ils ont, parce que c'est le faire en leur fournissant des moyens financiers, mais aussi en leur fournissant des possibilités d'augmenter leurs compétences, d'augmenter... Oui, et alors ça, c'est la première chose. Mais il faut voir en même temps que les innovations isolées n'ont pratiquement pas d'impact ou d'effet important. Alors, c'est que si on travaille juste sur les innovations, il faut être capable à ce moment-là, soit de travailler sur des grappes d'innovation, sur des niches d'innovation, si on veut changer des activités, ou de travailler sur un territoire où on va établir des liens. Dans un cas, c'est une approche plus sectorielle, si on prend sur l'alimentation, par exemple. Dans l'autre approche plus territoriale, on tient compte des secteurs, mais c'est l'intersectorialité sur laquelle on va miser. Alors, donc, il y a une façon, il y a un potentiel grand parce que la fondation subventionnaire qui fournit du financement et aussi d'autres choses, elle a un potentiel de choisir et d'identifier parmi un nombre d'acteurs très élevé lesquels elle va soutenir. Elle n'a pas l'obligation de l'universalité comme l'État. Elle peut choisir l'un ou l'autre. Mais sauf que si elle choisit de façon isolée, ça fera des choses qui peuvent être... peut-être l'exemplarité pourra être chose, mais disons que les innovations, quand on pense à transformation, c'est dans la mesure où elles forment des grappes d'innovation, puis des niches d'innovation ou des alliances qui permettent de faire des transformations qui sont un premier niveau. Donc, ça demande un positionnement stratégique. Il faut pouvoir savoir vers où aller, vers quel type d'innovation. Comment on peut faire à l'intérieur d'une fondation qui est quand même relativement isolée pour pouvoir savoir que c'est les bons créneaux, que c'est les bons espaces sur lesquels il faut intervenir, où on peut intervenir. Ben, ça, c'est des points de question, mais disons que comment on fait, c'est que il y a diverses façons de faire. Hein, par rapport le marché, on fait des études de marché. L'État, généralement, faisait appel à des experts, mais aussi réagir à la pression. C'est que ici, c'est la façon de savoir quoi faire, c'est d'être capable de mettre à contribution une grande diversité d'acteurs sur des questions qui sont pertinentes pour ces acteurs. Et donc, il y a comme une co-production de la compréhension des problèmes et des solutions. C'est des processus qui ne sont pas faciles parce qu'ils supposent une expertise que les fondations n'ont pas toujours. C'est-à-dire, c'est une expertise qui serait... C'est comme si on voulait construire des ponts sans ingénieurs. Parce qu'il y a l'équivalent des ingénieurs pour d'autres choses. C'est des travailleurs sociaux, des ingénieurs communautaires, je ne sais pas quoi, il y a toute la série. Et donc, il y a tout ça qui est à faire. Mais ça, c'est un premier niveau. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait là et à faire. Mais en même temps, il y a un deuxième niveau qui, pour moi, est essentiel, c'est de savoir non seulement comment on va améliorer une organisation, répondre à un besoin très ponctuel, comment faire qu'en même temps, pas renoncer à ça, mais comment, en faisant ça, on puisse contribuer en même temps à des transformations tout à une autre échelle. Une espèce de saut qualitatif. Bien, c'est un saut des fois qui peut se faire lentement, mais disons qu'il reste qu'il y a quelque chose. Oui, c'est pas. L'innovation n'entraîne pas nécessairement la transformation, parce qu'on n'est pas à la même échelle, au même niveau. Mais si elle le permet, comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une masse qui se crée, il y a des liens, tout ça, mais
pour faire cet assemblage, pour associer de façon féconde, il faut un projet et une vision. Et cette vision, en même temps, elle ne peut pas être parachutée, mais sauf qu'elle peut, il y a, comme à l'époque présente, il y a quand même beaucoup d'indications qui laissent voir quel type de transformation il est maintenant nécessaire. Comme à l'après-guerre, on avait une vision dans le but de développer d'État-providence, de redistribution, tout ça. Aujourd'hui, on a, devant les grands défis, on a aussi une vision qui est plus ou moins appropriée et qui est parfois contestée, mais qui existe de quel type de transformation il faut faire. Là, ça revient à ce que tu nous disais tout à l'heure. Il faut que l'organisation soit ouverte à l'écoute et puisse amener les éléments de réflexivité à l'intérieur de son mode de gouvernance. Donc, à travers la coordination, il est possible de générer un espace de réflexivité intéressant et important. Sauf qu'en faisant ça, automatiquement, on peut découvrir des zones d'action qui sont conflictuelles. Comme par exemple, si je me dis on est dans une situation de lutte contre la pauvreté et que les acteurs sur le terrain considèrent que le salaire à 15 $ c'est un incontournable, à ce moment-là, la relation, tu parlais de dépendance, effectivement, on est dépendant de politiques publiques, là ça amène d'avoir un positionnement par rapport à un acteur public. Donc la réflexivité, amener des gens à l'intérieur de l'organisation pour mieux réfléchir, pour mieux comprendre les fameux ingénieurs sociaux pour les technologies sociales qu'on mobilise, là, nous révèle des situations qui sont à transformer. Et dans cette révélation de situations à transformer, se révèle automatiquement, possiblement, du conflit. Avec Jean-Louis Laville, on parlait de l'importance de la démocratie, tout ça, mais la démocratie par elle-même ne peut pas être révolutionnaire. Il y a comme un acte de passage à l'acte qui est la confrontation avec l'autre acteur pour l'amener à changer de position, de point de vue, de posture. Par rapport à l'État, on a des politiques qui sont extrêmement intéressantes. On a un État providentiel certainement beaucoup intéressant pour des pays du Sud, mais où il reste des actions quand même à faire. Il y a des améliorations, des bonifications. Alors comment on fait à partir d'une gouvernance élargie qui est ouverte, qui nous révèle des choses, comment on fait pour là amener ce niveau de révélation qui devient confrontant avec les autres acteurs dans la société? Bien, il y a plusieurs façons de répondre à ça, mais il y en a une qui est un premier niveau, qui est celle de l'acteur réseau dont parle Canon et Latour. C'est de dire, au fond, quand tu es dans l'action, il va surgir des controverses. Quand il y a une controverse, il y a des porte-paroles, puis à un moment donné, il y a des débats, puis on fait un pas, puis tout ça. Mais ça demeure, à mon sens, au niveau organisationnel, c'est un premier niveau. Le choix qu'on a à faire, c'est qu'il y a des gens qui vont se spécialiser. La défense des droits, c'est un niveau d'action qui est plus politique. Et donc, pour moi, si j'allais dire, la revendication, puis l'indignation, puis la dénonciation sont essentielles pour dénoncer justement les injustices sociales. Qu'on ait, par exemple, la question de la pauvreté et des inégalités, c'est pas une question juste de redistribution, c'est une question de répartition. Quand tu as des patrons qui ont 700 fois le revenu moyen de leur entreprise, comme on le sait, bien, ça devient ce que Castel appelait des inégalités injustifiables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport, comme d'ailleurs le joueur de baseball qui a obtenu un contrat de 245 millions. C'est certain qu'il va emmener du monde, mais à un moment donné, c'est que... alors, il y a des... Bon, ça peut se travailler. Mais il y a une autre façon aussi de le travailler, c'est en faisant des choses nouvelles. Et en faisant des choses nouvelles, fatalement, on rencontre des conflits. Et on est obligé de se positionner. Mais pour moi, dans les recherches et dans les interventions, j'ai moins travaillé sur la défense des droits que sur le fait de construire des choses qui changent la vie des gens. Quitte à ce que chaque fois, on affronte des conflits sérieux, mais aussi ça commence des négociations à l'intérieur même de ceux qui sont engagés. Et c'est une façon de travailler, mais ce qui permet d'aller plus loin, c'est un exemple que je prends du monde coopératif, c'était le comptoir des pionniers de Rockdale. Quand ils mettaient leur comptoir sur place, qui était à peu près rien,
mais pour eux, c'était déjà, ils voyaient la transformation de la production, la transformation du rapport, d'éliminer les intermédiaires dans le marché, tout ça. Et s'ils s'y engageaient, c'est parce qu'ils voyaient le grand projet. Donc, il est essentiel, si on veut justement avoir l'énergie pour changer des choses, d'avoir une vision qui laisse voir ce qui est possible d'atteindre. Et ce possible d'atteindre, il est effectivement lié aux grands enjeux qu'on trouve dans la société. Et ces grands enjeux, présentement, tu les identifierais comment? Ce serait sur quels éléments tu vois les grandes difficultés, les grands obstacles pour l'avenir, si on veut, de l'humanité qui se présente? Tu as parlé d'inégalité sociale, c'est certainement un enjeu qui existe depuis des millénaires. Est-ce qu'il y a d'autres grands enjeux qui se présentent et qui commandent jusqu'à un certain point des innovations radicales? Oui, c'est-à-dire que je vais être un peu brutal, mais disons que je dirais que c'est que tout nous indique la nécessité d'une révolution. Mais une révolution qu'on ne peut pas faire et qu'on ne doit pas faire, mais parce qu'on ne veut pas une révolution violente, puis on ne peut pas la faire de façon brusque parce que ça va être la catastrophe pour tout le monde. Donc, c'est une révolution dans le mode de produire, de consommer, de vivre, qui doit se faire sur quelques décennies. C'est ce qui est la grande transformation, c'est celle-là. C'est assez unique qu'on ait aussi une période avec la possibilité de réfléchir et de l'identifier, mais il y a tellement de travaux qui ont été faits, de réflexion, d'instances et tout ça sur 2-3 décennies, et c'est l'évidence que c'est ça. Et cette transformation-là, les portes d'entrée, en gros, il y en a deux principales ces deux domaines sont interreliés. C'est d'une part la montée des inégalités à l'intérieur des pays, alors que les inégalités entre les pays se sont amoindries, et le changement climatique. Et donc, et que ces deux domaines sont interreliés. Alors, ce qui fait que ça amène des possibilités, c'est très intéressant comme perspective, si on comprend bien. Ça veut dire, par exemple, qu'il faut, tous ceux qui travaillent, par exemple, dans des domaines qui étaient considérés de réparation, comme, je sais pas, qui étaient des fois dévalorisés, que ce soit la sécurité alimentaire, par exemple, autrefois, les soupes populaires, c'est en attendant, tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'est que c'est des transformations qui appellent la collaboration de tout le monde, pas juste de ceux qui sont défavorisés. Et donc, c'est quelque chose qui non seulement la collaboration, mais aussi la participation, l'implication, l'engagement, et qui touche les changements de toutes les personnes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont perdre. Et qui touchent tout l'environnement. Les entreprises vont faire. Ben oui, mais on suppose que ce qui est encourageant, c'est le gain collectif ou la catastrophe collective. Voilà, c'est le choix. Donc, il y a de quoi quand même pour... et donc, ça touche l'habitation, ça touche le loisir, ça touche la mobilité, tout ça est à repenser. Puis, tous les domaines où les fondations sont actuellement impliquées, c'est aussi, ils n'ont pas à le quitter, ils ont à le voir autrement. Et avec élargissement, parce que ça implique aussi d'autres membres. Et l'autre composante, pour moi, et ça c'est un autre sommet de l'Institut Manet, pour moi, l'autre composante qui m'apparaît intéressante, c'est qu'il faut repenser l'urbanisation. Je ne dis pas la ville, l'urbanisation. Parce qu'on est maintenant urbanisé. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire des pays développés, Europe, puis même l'Amérique latine, puis nous, on est entre 80 et 75% urbanisés. Ce qui est par ailleurs interpellant, l'Asie est en bas de 40% urbanisée, même c'est là que se retrouvent les plus grandes villes, puis l'Afrique aussi. Donc, ces pays-là qui ont les plus grandes villes, aujourd'hui, ils n'ont pas eu encore le résultat de l'exode rural vers ces villes, et déjà l'urbanisation est mal maîtrisée. Mais l'urbanisation, c'est plus que ça, c'est une urbanisation qui est planétaire. C'est-à-dire que l'océan, le plastique, l'air,
les déserts sont touchés, tout est touché, les forêts, et ainsi de suite. C'est une urbanisation. Donc, et l'urbanisation, et donc ça nous oblige à repenser les rapports au sein des villes. Parce que dans les villes développées, c'est plus juste les inégalités, c'est la polarisation entre les riches et les pauvres. Et donc, la classe moyenne à Toronto, elle est réduite de 20% dans les 30 dernières années. À Montréal, un peu moins, mais aussi dans toutes les villes canadiennes. Et si on prend les 4 villes, les 4 grandes villes canadiennes, Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal, et qu'on enlève la population de ces villes-là pour les inégalités, on se rend compte que dans l'ensemble du reste, les inégalités n'ont pas tellement bougé par rapport aux 30 dernières années. Donc, les villes, c'est là que la richesse et la pauvreté, c'est là qu'il y a le problème. À l'intérieur, mais c'est le rapport des villes à l'extérieur, mais aussi à l'interne. Et c'est l'urbanisation, dans ce sens-là, ce n'est pas juste le rapport aux personnes, c'est les rapports à la nature. Et là, il y a tout un travail des places communes, des communes, c'est tout ça. Alors, ça veut dire que si on prend ces deux chantiers, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal et c'est là que se joue, au fond, la question de la transition. Elle se fera à partir de ces deux questions. C'est donc incontournable aussi pour les fondations de s'investir à l'intérieur de cette question qui est la transition sociale et écologique. Alors, sur cet petit élément de mini-conclusion, on a fait 1 heure de bavardage, d'entretien. On n'a pas vraiment remarqué que vous étiez là, mais tout à coup, on se tourne et puis on vous découvre avec vraiment beaucoup de plaisir. Tout d'abord, je voudrais remercier le FILAB et le CRIS, les ressources des deux centres, pour l'organisation de cette présentation, cette conférence causerie, qui tournait autour évidemment de la présentation et la discussion avec Benoît, mais aussi qui a un second temps. Il y a aussi un troisième temps avec des verres qui teintent déjà. Et le deuxième temps qui le précède, c'est le lancement de l'année philanthropique, qui est une revue annuelle que nous avons créée. Jean-Marc, ne t'en va pas si loin, viens me voir, puisque si tu veux présenter le projet en lui-même, puis je présenterai le contenu de la revue. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors, cette chose, c'est un produit qu'on appelle une revue, qu'on a pensé avec l'équipe comme étant un outil de diffusion des connaissances qu'on produit au niveau du FILAB, notre centre de recherche. Et on a conçu un outil annuel qui permettrait de regrouper différents types de produits, qui va de l'entrevue, du compte-rendu de lecture à des articles de fond, qui est publié en français ou en anglais, des fois traduction des deux éléments, et qui nous permet de diffuser de façon un peu plus forte, insidieuse, des connaissances immenses qui sont produites par les grands chercheurs que nous avons en collaboration, en coproduction avec les acteurs sur le terrain. Oui. Donc c'est là le premier numéro. Pour les années à venir, il faut savoir que le FILAB est un réseau canadien de recherche avec des centres à Montréal, mais aussi à Toronto, Calgary, dans les Maritimes. L'ambition aussi de mettre sur pied un hub autochtone. Et notre ambition est que la revue soit publiée chaque année par un centre différent. Donc là, on a fait notre part. Normalement, on est tranquille pour les années à venir. Mais on en a profité, soit notre année, pour mettre des textes qui nous intéressent, et on espère qu'ils vont vous intéresser. Une entrevue, par exemple, avec Hilary Pearson, un mot qui dit tout à l'heure d'Hilary Pearson, qui a dirigé Fondation Philanthropique Canada pendant 20 ans, et qui revient dans cette entrevue sur à la fois sa tâche, le rôle de ce réseau, mais aussi l'évolution du monde des fondations, vue depuis cette position privilégiée qu'elle a tenue pendant une vingtaine d'années. Un dossier central avec un article très fouillé. Vous allez voir, on a toutes les composantes de l'écosystème dont on a parlé tout à l'heure, et se rendre compte que ce n'est pas juste question de dons, de travailler sur la philanthropie. Donc un dossier très central très fouillé par une équipe de chercheurs suisses sur le rapport entre philanthropie et fiscalité. Donc une équipe autour d'Alexandre Lamblèche, ses livres est en vente là-bas. 2 études de cas. On a mis dans l'écosystème philanthropique, il y a le rapport aussi au marché, la contribution de l'entrepreneuriat social aussi
aux îles Fogo. Donc ça, c'est notre équipe dans les maritimes, autour de Rosa Truelska et Lukáš Bosch, qui ont fait un article sur l'entrepreneuriat social aux îles Fogo, et aussi une étude de cas de Nancy Paul sur le pic à Montréal. Deux textes d'invités, donc on a des chercheurs, on a, vous l'avez vu, des praticiens ou des gens en responsabilité comme Hilary Pearson qui contribuent, on a aussi des interlocuteurs qu'on va tirer par la manche. On en a ramené deux dont on est très content qu'ils aient accepté de contribuer à ce numéro-là. Kera Issaoui Mansouri, qui est quelqu'un qui travaille dans une firme Arabella aux États-Unis, qui accompagne les fondations et qui fait un texte très percutant sur comment les fondations aux États-Unis se confrontent à la question du racisme systémique. Et notamment, sous Trump, qu'est-ce que ça veut dire de se confronter à ces questions-là? Et au-delà d'une interrogation un petit peu abstraite, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de lutter contre le racisme systémique? Et elle explore différentes pistes qu'elle a observées dans des fondations avec lesquelles elle a travaillé. Un article que je vous recommande vivement, de même que celui de Charles Sellen, qui est un chercheur qui travaille à l'AFD, c'est l'Association française pour le développement, et qui est un chercheur qui travaille aussi avec le FILA, un docteur en économie, sur le rôle des fondations dans le développement international et les flux philanthropiques à l'échelle internationale. Selon les continents, qu'est-ce qui circule? Vous allez voir, il y a des très belles cartes, et parfois avec des flux philanthropiques assez étonnants au niveau international. Et enfin, deux comptes rendus de lecture. Un par l'excellent David Grant-Poitras sur le livre d'Edgar Villanueva, Decolonizing Wealth, un ouvrage très important aux États-Unis sur l'enjeu de décoloniser la philanthropie. C'est un questionnement, la décolonisation des institutions dont on parle aussi au Canada avec la résurgence autochtone, la décolonisation aussi des universités, décolonisation d'institutions de pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire que de décoloniser la philanthropie? Aux États-Unis, c'est une réflexion qui est très engagée, dont on doit sans doute aussi tirer des conséquences ici. Et donc le compte-rendu de cet ouvrage-là par David est très éclairant, de même que le compte-rendu de Kristen Pugh sur le livre de Rob Reich, Just Giving, un ouvrage aussi très important aux États-Unis sur le lien philanthropie, inégalité, fiscalité, un ouvrage qui a été très discuté, et nous aussi nous l'avons discuté dans cette première édition de l'année philanthropique. Donc je vous en souhaite une lecture gourmande et roborative. Et pour vous accompagner, nous avons un verre qui vous attend là-bas. Donc je voudrais remercier très fortement le CRIS et le FILAB, mais derrière ces institutions, ces abstractions, il y a des gens, et notamment l'équipe du FILAB qui a travaillé extrêmement fort à la confection de ce numéro. Ce sont Diana Lalouf, David Grant-Poitras, Catherine McDonald aussi, l'incontournable responsable du Miracle Quotidien, Benoît, qui est derrière aussi. Et puis Jean-Marc Fontan qui a fait un travail colossal aussi sur ce numéro-là. Donc je les remercie et les félicite vivement pour cet accomplissement. Merci d'être venus ce soir. Restez avec nous pour discuter, lire, boire. Et si vous avez d'autres questions pour Benoît, laissez-le tranquille. Il y a d'autres personnes avec nous. Merci beaucoup.